Bonsoir à tous et bienvenue. Ce soir, j'ai une collection glaçante d'histoires de la forêt profonde à vous faire découvrir. Mais soyez prévenus, plusieurs de ces histoires m'y sont particulièrement troublantes et explicites. Cette vidéo est déconseillée aux personnes sensibles ou facilement choquées. Vous avez été avertis. Pour l'heure, installez-vous confortablement et laissez les ténèbres prendre le dessus. Mon voisin était autrefois garde forestier pour le service des parcs nationaux. Il est maintenant à la retraite, mais de temps en temps, après quelques verres, il commence à me raconter ses histoires. Il travaillait de nuit dans les montagnes Appalaches par une nuit claire. C'était vers 75. 30 minutes après le début de sa patrouille, il a senti un tapotement sur son épaule. C'était une goutte de liquide collante, et instinctivement, il a levé la main pour l'essuyer. Quand il a regardé ses doigts sous le faisceau de sa lampe torche, ils étaient couverts de sang. C'est à ce moment-là que l'horreur a vraiment débuté. Il a dirigé sa lampe vers les arbres. Tout en haut, à près de 30 mètres de hauteur, il y avait la carcasse mutilée d'un cerf, tordue comme si elle avait été écrasée dans un étau. Ses membres étaient pliés d'une façon que la nature n'aurait jamais permise, et de la chair pendait de ses os brisés. La chose n'était pas simplement morte. On aurait dit une mise en scène violente. Et l'arbre dans lequel il était coincé, il n'avait pas de branches sur au moins les 6 premiers mètres. Il était certain qu'aucun cougar ni aucun ours n'aurait pu le traîner jusqu'à cet endroit. Il n'était même pas censé y avoir de cougar dans cette partie de l'État. Il resta là, figé. La forêt semblait soudain très oppressante. Le lendemain, quand il est revenu avec une équipe pour examiner les lieux, le cerf avait disparu. Pas une trace de sang, pas une branche dérangée. Mais ce sentiment d'être observé persistait. La deuxième histoire m'a le plus mis mal à l'aise. Mon voisin n'était pas de service car il était en vacances, en randonnée dans le parc national de New River Gorge en Virginie occidentale. Ce parc immense compte plus de 65 000 acres de sentiers sinueux, de villes fantômes et de nature sauvage à perte de vue. Alors qu'il randonnait sur un sentier familier, il a remarqué un petit chemin de traverse, probablement une piste de cerfs ou de cyclistes. Il était d'humeur aventureuse, alors il a bifurqué, cassant des branches, et il a commencé à marquer son chemin. Plus il avançait, plus le silence s'installait. Pas de chant d'oiseaux ni de vent, seulement le silence. C'est à ce moment-là qu'il l'a trouvé, et dans une clairière se dressait un bâtiment, pas une cabane, mais une structure de taille réelle, et il n'était ni en ruine ni délabré, les fenêtres étaient intactes. Le toit avait l'air solide, pas de mousse, pas de pourriture, juste là. Comme si on l'avait déposé dans la forêt hier. Curieux, il s'est approché et le bâtiment s'est révélé être une église. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Il est entré discrètement et l'air sentait légèrement la pierre humide et la cire de bougie. Mais l'intérieur était propre. Trop propre. Aucun débris. Les bancs étaient intacts. L'autel était debout et posé sur l'autel, il y avait un grand livre relié en cuir. Il s'est approché et s'est rendu compte d'un problème. Le livre n'était pas une Bible, le texte était étrange, aucune langue qu'il reconnaissait, et les symboles décorant les murs et l'autel n'étaient pas des croix. Ils étaient inconnus, dentelés et complexes, comme quelque chose issu d'un ancien culte. C'est à ce moment-là qu'il a ressenti cette sensation, quand la peau se hérisse et que l'estomac se noue, et que chaque instinct lui criait de partir d'ici. Il recula doucement en silence. Puis il entendit un léger grincement. Il n'attendit pas de voir qui ou quoi était là. Il s'élança hors de la porte et s'enfuit dans les bois, suivant sa piste de branches cassées jusqu'à la sécurité, sans se retourner. Il signala ensuite le bâtiment aux autorités du parc. Son signalement d'une probable vieille église abandonnée d'une ancienne ville minière a été rejeté. Encore structurellement solide, il n'y avait aucune raison de la vérifier. Mais il sait ce qu'il a vu et ce qu'il a ressenti. Qu'il n'aurait jamais dû entrer dans cet endroit et que quelque chose d'autre devait être là avec lui. Il a dit qu'il en rêve encore, du livre, des symboles, du silence et des pas qui le suivaient derrière lui. Mon père n'était pas seulement un bûcheron. Il était un coupeur,
l'un des rares formés à manier les scies vivantes appelées moissonneuses d'arbres. Des machines construites comme des chars, armées donc de lames rotatives capables de trancher des pins de 30 mètres comme du beurre. Son travail l'emmenait aux confins les plus reculés de la nature sauvage. Des endroits si reculés qu'ils n'apparaissent sur aucune carte, en plein milieu de nulle part. Ce travail était déjà hors norme. La route menant à la montagne avait été dévorée par le temps, recouverte d'arbres tombés, de glissements de terrain et d'une végétation dense et étouffante. Ils ont mis 3 semaines à dégager un passage pour la machine. Personne n'était censé se trouver là-haut. Pas de sentier, pas de chasseurs, aucun signe de vie. Juste le sifflement du vent et la croissance mécanique des dents métalliques mordant dans le bois. Mon père faisait équipe avec un autre bûcheron, un gars appelé René. Ils travaillaient de longues heures, dormant souvent dans des caravanes délabrées, garées près de la zone de travail. La paie était basée sur le volume, pas sur le temps, alors ils se forçaient à faire des quarts de 16 à 20 heures. Seuls dans cette forêt, jour après jour. Ils ont commencé avec les voix étranges et fragmentées des radios qui s'infiltraient dans leurs casques, des chuchotements à peine audibles, des syllabes entrecoupées de feintes coupées de parasites qui ne voulaient rien dire. Ils changeaient un an de fréquence, mais les voix les suivaient. Parfois cela ressemblait à des rires, d'autres fois à des bavardages, trop brouillés pour être compris et trop clairs pour être ignorés. Plus ils s'enfonçaient d'un tronc dans la forêt, plus les voix devenaient chants distincts, 2 hommes conversant à voix basse. Ils n'étaient ni ouvriers ni membres de l'équipe. Mon père et René étaient d'accord, quelque chose n'allait pas. Ce n'étaient ni des randonneurs perdus, ni des survivalistes. Ils étaient en train de traquer. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à trouver des choses. Des conteneurs rouillés, étranges dans les broussailles, des foyers de fortune encore tièdes avec de la cendre et des sacs poubelles enterrés sous les feuilles. Il était évident qu'ils ne vivaient pas seuls ici. Mais la montagne était à 2h30 du moindre signe de civilisation et il n'y avait aucun moyen d'y accéder à part la route qu'ils avaient en eux-mêmes défrichée. Ça n'avait pas de sens. Puis ils ont trouvé la tente. René l'a repérée cachée dans la lisière des arbres, camouflée sous des fougères et de la crasse. Dans un sac de couchage, un sac de sport abîmé. Et quand ils l'ont ouvert, des sous-vêtements d'enfants. Des dizaines de paires. Non seulement de la corde, mais aussi du ruban adhésif. Puis des croquis froissés d'enfants en bâtonnets agressés, dessinés avec des gribouillages enfantins troublants, des photos prises sur le vif d'enfants dans des parcs et des jardins regardant par-dessus leur épaule. La pomme posée par terre à côté du sac de couchage était fraîche. Ils n'étaient pas seuls, et la personne qui était là dehors était bien pire qu'ils ne l'avaient imaginé. René voulait partir immédiatement, mais mon père, toujours têtu, toujours à essayer de surmonter la douleur, a refusé. Il a insisté pour finir le travail. Encore quelques jours. Ils ont convenu de n'utiliser la radio qu'en cas d'urgence, dans l'espoir d'entendre davantage les intrus. Ce qu'ils ont entendu les a glacés. Un homme parlait de ramasser du bois de chauffage, et un autre se plaignait du bruit des machines. Ils ne semblaient tant même pas essayer de se cacher. Ils avaient en l'air à l'aise, comme si cette montagne leur appartenait. Un soir, après une longue journée de coupe, mon père a craqué. Il a attrapé la radio et a lancé d'une voix forte « Qui êtes-vous ? Pourquoi êtes-vous ici ?» Il y eut un silence, et les voix ne sont jamais revenues. Cette nuit-là, René a réveillé mon père en panique. « Prends ton arme, il y a quelqu'un dehors. » Mon père s'est redressé dans un silence total, puis il a entendu des pas légers tourner autour de la caravane. Quelque chose a raclé sous le châssis métallique, puis un déclic, la poignée de porte qui tourne. La porte de la caravane s'est entr'ouverte, mais personne n'est entré. Ils ont attendu dans l'obscurité et les minutes ont passé, puis des bruits de griffures juste derrière la porte. Mon père a fait un signe de tête à René et s'est approché de la porte, arme à la main, non chargée. Il s'en est aperçu trop tard. Les cartouches étaient quelque part dans son sac, mais il ne les a jamais retrouvées. En s'approchant de la porte, un mouvement soudain, puis une vive douleur. Une lame dentelée lui entailla le visage du sourcil droit à la joue gauche, traversant son nez. Il sortit en titubant du camping-car et s'effondra lourdement. Un homme armé d'un couteau le suivit et se jeta sur lui.
Une autre silhouette apparut derrière eux et donna un coup de pied à mon père à la tête avec des bottes à embout d'acier. Étourdi et presque inconscient, il vit René sauter du camping-car et plaquer l'assaillant. Le deuxième homme s'enfuit dans les bois comme un fantôme. L'autre, celui avec le couteau, s'enfuit à sa suite, ne laissant derrière lui qu'une traînée de sang sur la terre et un éclat de lame au clair de lune. Ils n'ont pas dormi cette nuit-là. Ils ont roulé pendant des heures dans l'obscurité jusqu'à la ville la plus proche, où mon père a reçu des points de suture et une chirurgie reconstructive partielle. La lame avait déchiré son œil droit. À ce jour, il ressemble moins à un œil humain qu'à la pupille fendue d'un chat. Ni lui ni René n'y sont jamais retournés. 2 semaines après, l'équipe d'abattage est revenue finir le travail. L'un d'eux, un gars appelé Kegan, a disparu. On l'a retrouvé quelques jours plus tard, jeté dans un fossé au bord du chemin forestier, ligoté, bâillonné, violé, la gorge tranchée si profondément qu'elle avait presque séparé sa tête du corps. La police n'a jamais retrouvé les hommes, aucune arrestation, aucun suspect. Mon père n'a plus jamais travaillé un seul jour dans les bois depuis, et parfois il se réveille en hurlant la nuit. Il y a environ 15 ans, je vivais à Sulphur, Oklahoma. Mon terrain de jeu, le Chickasaw. La zone de loisirs nationale Chickasaw. J'aimais tellement ce parc. J'ai pédalé plus de kilomètres là-bas qu'ailleurs. J'ai exploré à pied et à vélo presque tous les sentiers et routes. Chaque jour, je faisais du vélo tout-terrain sur les sentiers, montant et descendant, rentrant à la maison avant la nuit la plupart du temps. Cependant, un soir, j'étais allé plus loin que d'habitude. Sur le chemin du retour, j'ai décidé de prendre le sentier depuis une zone appelée Buffalo Springs, où des bisons vivants se promènent et où il y a une grande source dont tout le monde peut profiter. Alors que je rentrais, je savais que la fin du sentier approchait et que je devrais traverser un pont de pierre au-dessus du ruisseau, puis remonter la route jusqu'à chez moi. Il faisait sombre à ce moment-là, et tout ce que j'avais pour voir, c'était la pleine lune. J'étais peut-être à quelques centaines de mètres de là, quand j'ai ressenti une vive douleur à la cuisse gauche. Je me suis arrêté et j'ai regardé autour de moi pour voir ce qui venait de me frapper. Puis j'ai entendu un bruit, comme si quelque chose tombait violemment devant moi. Il y avait une pierre de la taille d'une balle de baseball qui roulait sur le sentier. J'étais confus et j'ai commencé à regarder vers le haut de la colline. Au moment où je tourne la tête pour regarder, je manque de tomber de mon vélo lorsqu'une autre pierre dévale la pente et frappe ma roue avant. J'arrive enfin à ajuster mon regard et je vois quelqu'un de très grand, sombre et couvert de poils au sommet de la colline qui me lance ses objets et hurle. J'ai crié que j'avais un portable et que j'appellerais la police. En fait, je n'avais pas de portable à l'époque. Ça avait l'air de l'énerver. Il a dévalé la colline en courant vers moi, alors j'ai démarré la moto et suis parti. Juste au moment où je traversais le pont, j'ai entendu un énorme bruit d'éclaboussure dans le ruisseau et j'ai vu qu'une grosse pierre avait été lancée. J'étais hors de danger pour rentrer chez moi, mais j'ai eu peur tout le long du trajet. Le lendemain matin, je suis allé au poste des gardes forestiers pour leur raconter ce qui s'était passé. Il m'a demandé si j'avais été attaqué par le grand pied. Je ne sais pas, mais quelque chose essayait de me faire du mal là-bas. Ok Justine, si j'aperçois le grand pied, je t'avertirai. J'ai dit que ça allait et je suis parti. La semaine suivante, je roulais en plein jour quand le garde forestier s'est arrêté à côté de moi et m'a demandé de monter. Quand j'ai demandé pourquoi, il m'a dit qu'il devait me montrer quelque chose. Nous sommes allés au commissariat de la ville et avant de sortir de la voiture, il se tourne vers moi et dit « Est-ce que je dois te présenter des excuses ? Je vais être honnête, je ne t'ai pas cru quand tu m'as raconté ton histoire d'agression. Mais j'ai appris que plusieurs personnes dans la même zone, cette même nuit, ont été attaquées de la même manière, disant qu'elles avaient en vue une grande créature poilue lancer des pierres et des bâtons en criant. Ils ont appelé la police, qui est venue avec d'autres rangers, moi y compris, et alors je me suis souvenu de ce que tu m'avais dit. Quand nous sommes arrivés et que nous avons commencé à monter la colline, effectivement, on nous lançait des pierres et d'autres choses, armes dégainées et en criant. 2 agents ont plaqué un homme au sol.
Il mesurait 1,95 m, était grand, nu, couvert de boue, avec de longs cheveux et une grande barbe. Il s'était en fait échappé du centre pour anciens combattants. Il semblait revivre la guerre du Vietnam et tenter d'éliminer l'ennemi. Le garde forestier m'a raconté tout ça et a conclu en disant que j'avais eu beaucoup de chance car il essayait en fait de mettre fin à ma vie. Nous sommes entrés pour que je fasse ma déposition à la police. Ils ont dû l'envoyer dans un établissement plus sécurisé pour qu'il reçoive des soins. Encore aujourd'hui, j'ai des frissons en randonnant sur ce sentier, les yeux toujours fixés sur la crête. Il y a quelques années, ma petite amie Ava et moi, tous deux randonneurs expérimentés, avons décidé de parcourir une portion plus isolée du sentier des Appalaches. Nous en avions déjà parcouru certaines parties, principalement les sections bondées du nord, mais nous recherchions la solitude et nous l'avons trouvée dans la zone de loisirs nationale du mont Rogers, près de la frontière du Tennessee. Le plan était simple, 4 nuits à travers une forêt dense et des ponts escarpés, avec la dernière journée se terminant à Damas. Nous sommes partis début octobre, juste au moment où les feuilles devenaient dorées. Il faisait frais dans l'air et nous avons garé la voiture sur un petit parking en gravier près de White Top Road, puis nous avons commencé la randonnée, le moral haut et les sacs trop remplis. Pendant les premiers jours, nous n'avons vu personne, seulement des cerfs traversant les broussailles et des corbeaux dans la canopée, croassant comme s'ils riaient de quelque chose que nous ne pouvions pas voir. Il y avait une étrange beauté dans le silence. La 3e nuit, nous avons installé le camp dans une petite dépression, à quelques centaines de mètres du sentier. Eva a trouvé une petite dépression confortable entre les arbres, à peine visible de partout. On a apprécié, on s'y sentait en sécurité et à l'abri des regards. Cette nuit-là, le feu était bas, juste des braises incandescentes, et nous étions blottis dans nos sacs de couchage à l'intérieur de la tente quand j'ai senti sa main sur mon épaule. « Réveille-toi » chuchota-t-elle avec insistance. « Il y a quelque chose dehors. » Je me suis figé. La forêt était totalement silencieuse, sans vent, hibou ou grillon. Juste un silence tendu. Puis j'ai entendu un frottement lent le long de la paroi en nylon de notre tente. Eva m'a attrapé le bras. Ça ressemblait à un couteau tout à l'heure, comme s'il testait le tissu. Mon pouce battait si fort que j'avais du mal à entendre. J'ai cherché à tâtons le revolver du juge que je gardais dans mon sac, chargé avec des cartouches de calibre .4 1.0. Je suis resté figé, écoutant attentivement, sans ouvrir la tente. Puis un craquement, un bruit de mastication et un autre craquement. Des pas délibérés lents. J'ai ouvert la fermeture éclair de la tente, juste assez pour me glisser dehors et scruter l'obscurité. La lune était cachée derrière les nuages, mais j'ai aperçu un mouvement près du sol, juste au-delà de la lisière des arbres. J'ai allumé la lampe de poche, son faisceau blanc et vif traversant la forêt, mais il n'y avait rien. J'ai avancé d'un pas, les feuillants craquant sous mes pieds, puis, sur ma droite, un craquement. Je me suis tourné brusquement vers ce bruit, la lampe de poche tremblante. Une silhouette sombre a filé entre les arbres. Puis sur ma gauche, un autre bruit. Quelqu'un ou quelque chose se jouait de moi. J'ai crié dans la forêt. Je suis armé, approchez-vous et je jure que je tirerai. Mais rien n'a répondu. Je suis resté de garde jusqu'à l'aube, observant les ombres bouger comme des êtres vivants. Quand la lumière du jour est enfin revenue, je me suis dirigé vers le périmètre et j'ai trouvé ce que je redoutais. Une empreinte partielle de botte dans la terre meuble, plus grande que la mienne, profondément enfoncée. Celui qui l'a laissée était passé tout près. Et observez, nous avons rapidement levé le camp et marché d'un pas vif. Aucune pause ni discussion. La forêt paraissait différente, comme dans l'attente de quelque chose. Cette nuit-là, j'ai trouvé un endroit près d'une falaise avec un abri naturel en pierre. Nous avons calé la tente contre la paroi rocheuse, pensant être à l'abri de toute surprise. Pourtant, je n'arrivais pas à me débarrasser de l'impression d'être suivi. Chaque rafale de vent, chaque branche qui craquait, me glaçait le sang. J'ai donné à Ava le 1911. Garde-le près de toi, n'hésite pas. De vise la poitrine, elle a hoché la tête, le visage pâle et tiré. Je ne pense pas que l'un de nous croyait vraiment être en sécurité. Les heures ont passé, j'ai essayé de rester réveillé,
Mais l'épuisement a finalement eu raison de moi, et je ne sais pas combien de temps je suis resté inconscient, avant d'entendre du mouvement, un bruissement doux et prudent, et le bruit de quelque chose qu'on traînait. Je me suis redressé, arme à la main, et Ava s'est agitée un instant. À travers le tissu fin de la tente, je l'ai vue. Peut-être 1,70 m, la tête inclinée, immobile, comme s'il nous écoutait respirer. Je leur ai crié de foutre le camp d'ici et que j'étais armé. Quoi que ce soit, il s'est enfui en fracassant les broussailles. J'ai jailli de la tente. Notre équipement était déchiré, la nourriture et les vêtements éparpillés. Quelqu'un avait fouillé dedans avec intention. J'ai suivi la piste jusqu'au ruisseau tout proche, et c'est là que j'en ai vu 4. Des lumières oranges vacillantes, tenues par des silhouettes de l'autre côté du ruisseau, à peine visibles à travers les arbres. Ils sont restés immobiles, se contentant d'observer. Je suis retourné en courant vers Eva, le cœur battant la chamade. On part maintenant. On a tout laissé derrière nous, sauf notre sac et nos armes. Pas de tente, pas de réchaud, juste le matériel de survie, alors qu'on retournait vers le sentier en pleine nuit. La forêt autour de nous s'est animée de bruit, des branches craquant, des voix basses et incompréhensibles, pas des chuchotements, des chants peut-être, je ne sais pas. Mais ce bruit me donnait la chair de poule. Des heures plus tard, alors que l'aube commençait à percer à travers les arbres, nous sommes arrivés à un virage serré. Je me suis retourné instinctivement et il était là, l'un d'eux, debout en plein milieu du sentier. Juste une silhouette sombre se découpant sur le ciel gris-bleu. J'ai levé le fusil et j'ai crié « Qui êtes-vous » Il a fait demi-tour et est retourné dans la forêt. Nous avons bougé sans relâche jusqu'à la lisière de Damas. Je ne me souviens pas des derniers kilomètres, nous courions paniqués et à bout de souffle. Je n'ai jamais su qui étaient ces gens, ni ce qu'ils voulaient. Mais il y a quelque chose d'autre dans ces bois, au-delà des animaux et des marginaux. C'est pire. Et je n'y retournerai jamais. C'est arrivé il y a quelques années, début avril. J'avais prévu une excursion en canoë en solo de 2 jours sur la rivière Currente dans le Missouri. Si vous n'y êtes jamais allé, c'est une rivière alimentée par des sources qui serpentent à travers des bois denses et des falaises de calcaire. Absolument magnifique et paisible. Elle traverse une vallée avec un immense bassin de pluie, quelque chose que je n'ai pas pleinement apprécié avant qu'il ne soit trop tard. Je savais qu'il allait pleuvoir. Les prévisions annonçaient dans des averses continues, mais j'avais déjà pagayé par pire temps. Je pensais que l'eau pourrait monter d'1 à 3 pieds bio maximum, rien que je n'avais pas déjà affronté. La bruine matinale m'a poussé à me lancer. La rivière était calme, les arbres commençaient penser tout juste à bourgeonner, et j'avais tout l'endroit pour moi tout seul. Le soir, la bruine s'était transformée en une vraie pluie, froide et persistante. Elle n'a jamais cessé. La deuxième nuit, j'étais épuisé et trempé. J'ai monté ma tente sur un banc de gravier qui se trouvait à 2 mètres au-dessus de la ligne d'eau, un petit endroit parfait. J'ai mangé quelque chose de froid sorti d'une boîte de conserve, puis je me suis glissé dans mon sac de couchage et je me suis endormi au son de la pluie tambourinant sur la tente. Mais je me suis réveillé vers 4 heures du matin. Quelque chose n'allait pas. Au début, j'ai cru que je rêvais, mais ensuite j'ai réalisé que le sol sous moi bougeait. Le sol de ma tente ondulait comme un matelas à eau. J'ai allumé ma lampe frontale et ouvert la fermeture éclair. Toute la grève de gravier était submergée. Ce qui se trouvait à 2 mètres au-dessus de la rivière n'était plus qu'un minuscule îlot de 8 cm et il rétrécissait. Le cours d'eau avait gonflé pendant la nuit, devenant méconnaissable, brun, rapide et rugissant comme un train de marchandises dans l'obscurité. Les arbres le long de la berge avaient de l'eau jusqu'aux genoux et mon équipement flottait à l'intérieur de la tente. Je me suis dépêché de traîner tout ce que je pouvais porter dans le canoë et j'ai pagayé jusqu'à la parcelle de terre la plus haute que je pouvais trouver, une étroite crête à peine au-dessus de la crue. J'ai passé l'heure suivante dans la pénombre à essayer de faire bouillir du café sur un réchaud de camping posé en équilibre dans le canoë. J'avais froid, je tremblais, trempé, mais encore trop engourdi pour saisir la gravité de la situation. Puis le soleil s'est levé et c'est là que la vraie peur s'est installée. Un bruit sourd et régulier a commencé à monter en aval, quelque chose comme une avalanche lointaine. J'ai levé les yeux et je l'ai vu.
Un groupe de 4 arbres adultes, avec les racines, les troncs, tout, flottait vers moi. Pas des rondins, mais des arbres entiers, qui flottaient sur l'eau comme des cure-dents emportés par le courant d'une inondation. Derrière eux, le banc de gravier sur lequel j'avais dormi était en train d'être remué et aspiré, les pierres roulant comme des pièces de monnaie dans un mixeur. Tout se passait au ralenti et je n'avais nulle part où aller. Juste moi et un canoë, coincé entre une crête et un piège mortel fait d'écorce et de racines. Un des arbres a pivoté sur lui-même et s'est dirigé à toute vitesse vers moi. La rivière allait m'écraser comme un insecte. Et puis, par un véritable miracle, un autre arbre l'a percuté en premier. Les deux sont entrés en collision et le deuxième arbre a attrapé le premier avec ses racines emmêlées, le détournant juste assez pour qu'il pivote loin de moi. Si cela n'était pas arrivé, je ne serais pas là à partager cette histoire avec vous. Je ne sais pas si c'était de la chance ou si la rivière m'a montré de la clémence, mais je suis resté assis dans ce canoë pendant 1 heure de plus, tremblant, regardant l'eau engloutir tout ce sur quoi j'avais marché la nuit précédente. Quand les gens parlent tard de la beauté de la nature, ils oublient qu'elle peut devenir sauvage. Sans prévenir, la rivière ne se soucie pas de savoir si vous avez vérifié la météo, elle ne se soucie pas si vous êtes un campeur expérimenté ou si vous cherchez simplement la paix. Quand elle veut prendre, elle prend tout, et si vous avez de la chance, elle vous laisse juste assez pour vous éloigner à la rame. J'étais jeune quand c'est arrivé. À 15 ans, j'étais encore un enfant à bien des égards. J'ai toujours été un peu paranoïaque, peut-être trop conscient de la fragilité de la sécurité. Le matin avant l'école, j'avais dit quelque chose de stupide que je ne pouvais pas retirer. J'ai dit à Sam, mon meilleur ami et bourreau à temps partiel, que j'allais rentrer à pied par la forêt. Elle s'était moquée de moi plutôt, levant les yeux au ciel et me traitant de peureux pour tout. Ces mots étaient légers sur sa langue, mais ils me brûlaient à l'esprit et je voulais prouver que je pouvais être une fille courageuse, juste une fois. Les mots n'étaient même pas si méchants. Ils traçaient une ligne discrète derrière notre école et menèrent presque directement à mon jardin après une marche d'environ 15 minutes. Alors, après la sonnerie finale, j'ai mis mon sac à dos sur l'épaule et j'ai quitté le trottoir pour entrer dans la lisière des arbres. Les premières minutes se sont bien passées. Le sentier était étroit, encombré de racines et de feuilles mortes qui s'effritèrent à chaque pas. Plus j'avançais, plus le silence s'installait. Plus de voitures, plus d'étudiants. Seulement le souffle fragile de la forêt qui m'enveloppait. Soudain, j'ai réalisé que je ne voyais plus l'école. J'étais submergé par une panique montante et j'ai continué, essayant de me rassurer en riant tout bas. « Tu vas bien, Maggie, c'est juste la forêt. » J'ai accéléré le pas, faisant attention à ne pas trébucher sur l'enchevêtrement de branches et de pierres qui jonchaient pas le sentier, et c'est alors que j'ai entendu un bruit, un gémissement sourd et humide. Je me suis figé en plein mouvement. Ma première pensée, honteusement, a été Sam. Peut-être qu'elle m'avait suivi pour essayer de me jouer un tour, c'était tout à fait son genre. J'ai levé les yeux au ciel et j'ai appelé, essayant de paraître courageux. « Je n'ai pas peur de toi, Sam. » J'ai contourné 2 grosses bûches pourries, prêt à la surprendre accroupie derrière avec son sourire idiot. Mais ce n'était pas Sam. C'était un homme que je ne connaissais pas. Sale et débraillé, accroupi contre le bois, le pantalon baissé jusqu'aux chevilles et une main s'agitant entre ses jambes. Son visage était barbouillé de saleté, sa barbe inégale et sauvage, et ses vêtements pendaient sur lui comme des haillons. Il leva vers moi ses yeux injectés de sang et sourit. Puis il a gémi mon nom. Maggie. Paralysé et muet, mon corps m'a trahi. Il m'a cloué sur place alors que mon cerveau hurlait de fuir. Je suis resté figé, le fixant. Son sourire s'est élargi, dévoilant ses dents jaunes et humides. Comme s'il pouvait voir directement dans mon âme. Et puis j'ai couru, écrasant les broussailles, trébuchant, tombant et me relevant en hâte. Le monde n'était plus qu'une tache verte et brune, un cri à déchirer les arbres, brut et primal, et derrière moi, je l'ai entendu hurler mon nom à nouveau. Je ne me suis pas retourné.
J'ai jailli hors des arbres et dans mon jardin, les poumons en feu, les jambes tremblantes, et j'ai couru droit dans la maison, claqué la porte derrière moi, l'ai verrouillée et me suis jeté dans ma chambre. Je n'en ai pas parlé à mes parents, j'étais trop effrayé et trop honteux. Honteux d'être resté paralysé. Honteux de ne pas m'être battu. Honteux que, d'une certaine façon tordue, cela me soit arrivé à moi. Alors, quand ma mère a frappé et que mon père a demandé ce qui n'allait pas, j'ai répondu « Rien ». Je suis resté enfermé dans ma chambre toute la soirée, recroquevillé sur mon lit à essayer d'oublier ce que j'avais vu, à essayer de comprendre comment un homme que je n'avais jamais rencontré connaissait mon nom. Finalement, d'une manière ou d'une autre, je me suis endormi. Je me suis réveillé à nouveau juste avant minuit. Un bruit m'a ramené à la conscience, un grognement sourd. Au début, j'ai cru que je rêvais simplement, mais ensuite je l'ai entendu à nouveau. Il était à ma fenêtre. Son visage sale était encadré dans l'ouverture de ma fenêtre qu'il avait fait coulisser. Il n'était pas à l'intérieur, pas encore. Il se penchait seulement, les bras posés sur les rebords. Je ne pouvais pas crier, je ne pouvais pas bouger. Mes membres étaient figés par la glace. « Tu me rends tellement dur, bébé. » Ces mots ont brisé quelque chose en moi. J'ai éclaté en sanglots, cherchant mon souffle. Pourtant, j'étais paralysé. Ma carabine à plomb était juste à côté de mon lit, mais elle semblait inaccessible. Il a ri, doucement et d'une voix soufflée, comme si tout cela n'était qu'une sorte de blague pour lui. « S'il te plaît, va-t'en. » J'ai finalement réussi à articuler. Il m'a imité d'une voix aiguë et moqueuse. « S'il te plaît, va-t'en. » Et puis il a ri encore une fois avant de commencer à grimper à l'intérieur. J'ai secoué mon corps pour me réveiller. J'ai crié et il a sursauté, a perdu sa prise et est tombé en arrière par la fenêtre. Je l'ai entendu s'écraser dans les buissons, puis je l'ai vu traverser la cour en courant et disparaître dans la nuit. Mes parents ont fait irruption dans ma chambre. Je criais toujours et je montrais la fenêtre ouverte de façon désordonnée, en hurlant qu'il y avait un homme à l'intérieur. Sans hésiter, mon père a boité à travers la fenêtre pour le poursuivre, criant dans la nuit. Mais c'était trop tard. L'homme s'était enfui. La police, une fois sur place, a fouillé la zone. C'est là qu'ils ont trouvé le nid. Il habitait dans le grenier au-dessus de notre garage. Des couvertures, emballages et quelques bouteilles vides. Un prédateur humain, caché à seulement quelques mètres de l'endroit où je dormais. Après cette nuit-là, il n'est jamais revenu. La police ne l'a jamais attrapé, mais je ne me suis plus jamais senti en sécurité. 2 ans plus tard, je vérifie encore les serrures et garde mes fenêtres fermées malgré la chaleur. Je sursaute encore à la moindre ombre et je panique quand j'entends des bruits la nuit. Je n'ai jamais remis les pieds dans les bois depuis, et je ne le ferai jamais. Ma théorie, je pense qu'il m'a entendu Sam et moi parler ce matin-là. Il l'a entendu me taquiner, il m'a entendu dire que je traverserais les bois. Nous sommes passés devant le garage en allant vers sa voiture. Il devait être dans le grenier à ce moment-là, juste en train d'écouter. Je crois qu'il est allé dans les bois cet après-midi-là, sachant que j'y serais. Et je pense qu'il m'attendait. Je ne me suis jamais senti aussi mal dans ma propre peau. Je ne comprends toujours pas pourquoi c'est arrivé, mais je sais que cette peur n'est pas irrationnelle. Parfois, s'assécurer, c'est la seule chose qui te maintient en vie. J'avais 15 ans quand c'est arrivé. Ma famille l'avait emmené le camping-car loin dans les bois pour un voyage avec ma tante, mon oncle et mes cousins. J'étais le plus âgé des enfants, et avec un écart de 2 ans entre moi et les autres, je me sentais à l'écart. Trop vieux pour leur jeu et trop jeune pour traîner avec les adultes. Mais tout a changé quand j'ai retrouvé des ados que nous avions rencontrés lors de précédents voyages. En moins d'1 heure, c'était comme si nous avions toujours été amis. Ce soir-là, les adultes ont proposé une partie de chasse à l'homme. On a distribué des lampes de poche, les équipes ont été divisées entre les coureurs et les chasseurs, et je me suis retrouvé avec les coureurs, ce qui nous a donné 5 minutes d'avance pour nous cacher n'importe où dans la forêt plongée dans l'obscurité totale. Plus tôt dans la journée, nous avions trouvé un petit sentier étrange, un tunnel à travers des broussailles épaisses qui ressemblait plus à une piste d'animal qu'à un vrai chemin, étroit et bas. Il fallait s'accroupir ou ramper pour le traverser. Je m'en suis souvenu alors que les chasseurs comptaient à rebours, pendant que les autres se dispersaient, non.
Je me suis faufilé dans le sentier, avançant à quatre pattes, les brindilles égratignant mes bras et les branches s'emmêlant dans mes cheveux alors que je m'enfonçais plus loin, le cœur battant. Finalement, les chasseurs sont passés tout près. Leurs faisceaux balayaient l'entrée du sentier sans jamais me repérer. Je me suis enfoncé plus profondément dans le fourré, essayant de rester silencieux. Puis j'ai aperçu un sentier latéral presque invisible, à moitié recouvert de mousse et de branches. J'y ai rampé, curieux, et il s'est ouvert sur une petite clairière, et là, effondré dans la terre, se trouvait le corps nu d'une jeune femme, pâle, immobile et ensanglantée. Je ne pouvais pas crier, je ne pouvais pas bouger. Mon corps était paralysé et je faisais que la fixer. Ses yeux étaient entouverts, sans ciller, et regardaient droit à travers moi. Mes genoux baignaient dans quelque chose d'épais et de sombre. Puis j'ai entendu du mouvement, des pas lourds, un souffle haletant. Quelqu'un descendait le sentier étroit. J'ai chuchoté et les pas se sont arrêtés. Puis ils ont accéléré. Je suis resté figé, respirant à peine, et par miracle l'homme n'a pas trouvé la cavité. Je l'ai entendu passer pesamment devant l'entrée, tirant un objet derrière lui. Le métal a teinté, doux et aigu, comme des couteaux qui s'entrechoquent dans un sac. Et puis j'ai couru. Je suis sorti des broussailles comme un animal sauvage, brisant des branches et écrasant des feuilles sous mes pas. Il a dû m'entendre. Sa respiration s'est intensifiée en me poursuivant et je n'ai pas osé me retourner. Mes jambes me portaient à peine, paralysé par la peur. J'ai glissé sur des racines et des pierres, mais j'ai fini par retrouver le sentier principal. En hurlant comme un damné, des lumières se sont allumées, des visages sont apparus, des voix m'ont appelé et je me suis effondré au camp, tremblant, essayant d'expliquer ce que j'avais vu. Les adultes se sont tus, puis ont paniqué. Ma mère et ma tante ont couru dans les bois en criant pour les autres, et en quelques secondes, tous les enfants étaient de retour au camp, sains et saufs. La police est arrivée peu après. Ils ont trouvé un homme rampant sur le sentier, un couteau à la main, tout près, un sac poubelle noir rempli de scie et d'outils ensanglantés. Je ne me souviens pas de grand-chose après ça, juste des cauchemars et du fait que j'ai failli mourir cette nuit-là. Quand ma grand-mère est décédée d'une pneumonie en 2017, elle nous a laissé un vieux domaine, loin à la campagne, au fin fond du sud, une région tristement célèbre pour son histoire brutale avec l'esclavage dans les plantations qui ont marqué la terre pendant des siècles. Ma grand-mère y avait vécu seule pendant environ 5 ans avant de décéder. Elle avait hérité du domaine de son neveu, il avait 59 ans lorsqu'il est quand décédé, et mes parents étaient venus quelques fois. Mais je n'avais jamais eu l'occasion d'y aller à cause de la fac et des stages d'été. Donc, quand le domaine est officiellement devenu le nôtre, j'ai décidé qu'après l'obtention de mon diplôme, j'y passerai l'été. Je souhaitais rénover la maison, refaire le jardin et installer des panneaux solaires. Mamie faisait tourner l'endroit avec un vieux générateur à essence et comme je prévoyais une carrière dans l'énergie solaire, ça me semblait être le projet idéal, surtout avec les 150 000 € qu'elle nous avait laissés comme capital de départ. Quand j'ai quitté la route principale pour les chemins de gravier, j'aurais dû sentir que quelque chose n'allait pas. Maman m'a dit plus tard que mamie n'avait jamais conduit. Elle se faisait livrer les courses et restait seule la plupart du temps. Pour arriver au domaine, j'ai dû parcourir des kilomètres de route en terre pleine de nids de poules. L'allée elle-même faisait environ 500 mètres de long, bordée de vieux arbres noueux dont les branches se penchaient vers l'intérieur, leur épais feuillage bloquant la lumière du soleil même en plein midi. Les arbres semblaient se pencher, comme s'ils essayaient d'observer quiconque s'approchait. Quand je me suis arrêté devant la maison, c'était un cauchemar d'abandon. La mousse espagnole recouvrait chaque surface comme des toiles d'araignées fantomatiques. Les mauvaises herbes et les ronces envahissaient les massifs de fleurs et grimpaient jusqu'au porche. La maison paraissait engloutie par la nature sauvage. Je suis venu seul avec un sac à dos contenant des provisions de base, du bois pour le feu et un appareil photo pour documenter les dégâts. Je prévoyais de cuisiner des repas simples sur le feu, du riz, des saucisses, des choses qui ne nécessitaient pas d'électricité. J'étais impatient, même excité. Effrayant ou pas, j'étais logique et je n'ai jamais eu peur du noir. Une journée paisible s'est écoulée pendant mon exploration. J'ai trouvé le vieux puits,
fouillé parmi les reliques oubliées du grenier, des poupées sculptées, des antiquités poussiéreuses au visage fissuré, et j'ai découvert une cave en décomposition, probablement utilisée pendant les mois d'été pour garder la nourriture au frais. À l'arrière, près de la lisière des arbres, j'ai vu un groupe de pierres qui ressemblaient en d'abord à des rochers, mais n'en étaient donc pas. C'étaient en de vieilles pierres tombales usées par le temps et, pour la plupart, illisibles. J'en ai compté 27, mais le groupe disparaissait dans la broussaille épaisse. Je n'ai pas osé m'aventurer plus loin. Il y avait sûrement des tiques et des serpents, mais je me demandais combien d'autres tombes la végétation cachait. Au crépuscule, j'ai fait un feu devant le porche d'entrée. Instinctivement, j'ai placé le feu aussi loin du cimetière que possible. Une vague inquiétude que je remarquais à peine alors que la lumière vacillante des flammes dansait sur les arbres tordus, bordant l'allée, transformant leurs branches en dents acérées. L'obscurité, les arbres s'étendaient au-dessus de moi comme une gueule monstrueuse. La longue allée ressemblait à une gorge qui disparaissait dans un néant d'un noir absolu. La demi-lune perçait à peine la canopée, projetant une lueur étrange. Puis j'ai remarqué quelque chose. À travers la fumée et les flammes vacillantes, il y avait une silhouette qui descendait l'allée. Ce n'était pas juste une ombre. Cela semblait plus sombre que l'obscurité elle-même, avec une lueur presque surnaturelle comme un trou noir courbant la lumière autour de lui. Mon souffle s'est arrêté, j'ai attrapé ma lampe torche et je l'ai dirigée directement vers l'allée. Le faisceau a traversé la nuit et la silhouette avait disparu. Juste le chemin de terre, les arbres, le silence. Je continuais d'en acheter des coups d'œil dehors, mais la silhouette s'est jamais réapparue. Je me suis dit que c'était un jeu de lumière, peut-être de la fumée ou un nuage qui passait. Mais le malaise grandissait. Je sentais des yeux sur moi, une présence qui m'observait. J'ai vérifié mon téléphone, le signal était toujours là, Dieu merci. Je suis entré et j'ai choisi une chambre d'amis au 2e étage, au bout d'un long couloir, loin de la chambre de grand-mère. Le matelas était bosselé mais étonnamment confortable, et je me suis rapidement endormi. Vers 2h du matin, je me suis réveillé à cause d'un gémissement sourd. Lointain, obsédant, presque dans ma tête. Je pensais rêver jusqu'à ce que le gémissement se transforme en un hurlement déchirant, mêlé de claquements secs et d'échos stridents, ainsi que de cris lointains. La panique m'a envahi, j'ai bondi hors du lit et me suis approché furtivement des escaliers. Le bruit semblait venir de dehors. J'ai collé mon visage à une fenêtre et j'ai scruté la cour et l'allée. Rien. Silence. Pas de mouvement, de lumière, ni de signe de vie. Mon cœur battait la chamade. Est-ce que j'étais en train de perdre la tête? J'ai vérifié chaque fenêtre aux 2 étages. Tout était calme, tout était sombre. Et après 30 minutes, épuisé et terrifié, je me suis installé sur le canapé dans le salon. La maison est fraîche. La chambre de grand-mère était au bout d'un petit couloir. Alors que je m'endormais, je l'ai entendu à nouveau. Un léger grincement venant du couloir, puis un murmure si faible qu'il était à peine audible. Mais je connaissais cette voix. C'était celle de ma grand-mère. Et un mot désespéré. « Course !» Je n'ai pas hésité. J'ai attrapé mes clés, j'ai dévalé les escaliers et j'étais dehors en quelques secondes. J'ai sauté dans mon camion, appuyé sur l'accélérateur et dévalé cette allée infernale. L'arbre semblait vivant. Des ombres se rassemblaient sous leurs branches comme des centaines de mains noircies tendant à travers moi. Plus j'avançais, plus les ombres apparaissaient. J'ai heurté un gros nid de poule sur la route de campagne, crevant un pneu, mais je m'en moquais. J'ai appuyé à fond sur l'accélérateur jusqu'à ce que j'arrive à un motel délabré. Le genre d'endroit où tu pries pour qu'il soit vide, et jamais je ne me suis senti aussi en sécurité de toute ma vie. Je ne suis jamais revenu. Cela s'est passé il y a environ 17 ans, pendant les vacances d'été. Mon ami et moi sommes allés rendre visite à un autre ami qui passait l'été dans un petit village isolé en Biélorussie. La maison appartenait à ses grands-parents et tout l'endroit semblait vraiment coupé du monde. Honnêtement, au début, c'était vraiment très amusant. On allait nager tous les jours dans un lac tout proche et, le soir, on restait éveillé tard à simplement s'asseoir près de l'eau, à écouter ce genre de silence assourdissant qu'on ne trouve qu'à la campagne et à discuter pendant des heures. Pendant la journée, on cueillait des champignons, explorait les environs, prenait des photos et se créait de très bons souvenirs ensemble.
Nous sommes restés quelques semaines, mais ensuite un de mes amis a dû partir plus tôt à cause de problèmes familiaux. La seule façon de partir était un bus qui passait 2 fois par semaine et elle l'a raté. Elle est retournée chez notre amie et a demandé si nous pouvions l'accompagner jusqu'à une autoroute voisine pour tenter de faire du stop. Nous avons commencé à marcher vers la route principale, à environ 11 km. Quand nous sommes arrivés, c'était en milieu de semaine et aucune voiture ne passait. Je suppose que la plupart des gens travaillaient ou étaient en ville. Vu l'heure tardive, nous avons choisi de rentrer à pied. Sur le chemin du retour, nous avons traversé des villages voisins à moitié abandonnés. C'était flippant, mais nous sommes restés entre nous, à chanter et à plaisanter pour nous divertir, et à tenir la peur à distance. La nuit tombait et il nous restait encore 6 km. Puis nous nous sommes retrouvés sur cette route bordée d'une forêt dense des 2 côtés. Soudain, des bruits ont commencé à provenir des arbres. Il faisait nuit noire et, honnêtement, c'était assez inquiétant. Nous avons tenté d'en rire, mais au fond, nous savions que quelque chose clochait. Puis mon ami a pointé du doigt et nous avons vu 2 énormes yeux jaunes qui nous fixaient depuis les arbres. Nous avons marché en silence un moment jusqu'à ce que l'un d'entre nous dise nerveusement « Ça doit être une sorte de luciole bizarre qui nous joue dans des tours. » Nous avons ri, mais nous savions tous que ce n'était certainement pas des lucioles. N'oubliez pas que c'était bien avant les téléphones portables, il était donc impossible de joindre qui que ce soit. Nous devions simplement continuer à reculer vers un lieu sûr. Alors que nous nous rapprochions du village, 2 d'entre nous ont entendu une voix féminine venant de la forêt. Nous nous sommes regardés, réalisant que nous l'avions entendue, alors que notre 3e ami parlait sans s'en rendre compte. J'ai eu la chair de poule. Ça sonnait tellement réel, et le fait que je n'étais pas le seul à l'avoir entendu rendait ça encore plus flippant. On n'a rien dit jusqu'à ce qu'on soit de retour à la maison. C'est là que ça devient encore plus étrange. Dans le folklore slave, il n'y a pas seulement le lechi, l'esprit de la forêt qui protège les bois et joue parfois des tours aux gens, mais aussi la roussalka. Les roussalki sont ces esprits féminins mythologiques, souvent liés aux lacs et aux rivières. Elles sont généralement décrites comme de belles femmes, aux longs cheveux, parfois dites attirer les gens, surtout la nuit, avec leur chant ou leur voix. Nous avions passé tant de nuits au bord du lac, et puis entendre une voix féminine mystérieuse venant des arbres plus tard, ça nous a vraiment fait nous demander si nous ne nous étions pas un peu trop approchés de quelque chose de surnaturel. On plaisante encore à propos de ces lucioles détraquées, mais au fond, on sait tous qu'on a vu et entendu quelque chose qu'on ne pouvait pas expliquer. Entre les maisons abandonnées, les yeux brillants dans la forêt et cette voix féminine étrange, c'était honnêtement l'une des expériences les plus effrayantes et les plus étranges de ma vie. Et oui, je repense encore à ces nuits au lac, et je me demande ce qui pouvait bien nous observer ou nous écouter depuis l'obscurité. Le marais d'Okefenokee se trouve principalement dans le sud de la Géorgie, et en partie dans le nord de la Floride. J'y allais depuis que j'étais enfant. Mon père et mon oncle étaient de grands amateurs de plein air, et j'ai grandi en apprenant à aimer les mêmes choses. Maintenant, si la première chose à laquelle vous avez pensé quand j'ai dit marais, ce sont les alligators, vous auriez raison. Et l'Okefenokee en a parmi les plus gros. Cela peut sembler très effrayant pour les non-sudistes, mais l'expression étrange est vraiment vraie. Si vous les laissez tranquilles, ils vous laisseront tranquilles. En pagayant lentement sur les eaux sombres couleur thé, si vous passez trop près de l'un d'eux, il glissera silencieusement dans les profondeurs troubles. Il ne viendra pas vous chercher. Vous avez juste interrompu son bronzage. Quand nous étions à l'école primaire dans le sud de la Géorgie, c'était en quelque sorte un rite de passage de faire la sortie scolaire à l'Okefenokee et d'être guidé lors d'une visite par Okefenokee Joe. Joe était un véritable homme de plein air, extrêmement compétent, amical, doué avec les enfants et drôle. Un peu étrange, mais généralement considéré comme un bon gars, une légende locale. Il approchait son bateau plus près du gros alligator que mon père ne m'a jamais laissé le faire. Il nous apprenait, à nous les enfants, à les connaître. Nous avons même pu entendre l'appel d'accouplement de certains mâles et observer de près beaucoup de leur comportement. Il nous montrait aussi tous les oiseaux, serpents et autres animaux sauvages.
Les habitants du marais étaient tellement habitués au bateau de Joe qu'ils ne fuyaient pas quand il s'approchait. De très bons souvenirs. Quoi qu'il en soit, avançons jusqu'à l'âge adulte et j'ai toujours un grand amour pour la nature. Je venais de me marier et je réussissais à initier ma femme et ma belle-fille au kayak, au camping et à la randonnée. Je les avais initiés sur des lacs assez faciles et calmes, ainsi que sur de magnifiques sources cristallines qui alimentent dans les cours d'eau de Floride. Nous avions croisé quelques alligators, mais les filles s'étaient déjà habituées au fait qu'ils ne veulent pas faire de mal aux humains. J'ai décidé qu'il était temps d'aller dans l'Okefenokee et de leur montrer les marais de mon enfance où je traînais. Nous sommes ces temps partis un week-end sur un coup de tête. Je n'avais pas appelé à l'avance pour réserver un emplacement de camping parce que je pensais qu'il n'y aurait pas encore beaucoup de monde, mais je me suis trompé. Tous les emplacements de camping pour tente étaient vraiment complets. Visiblement déçu, le garde forestier a dû avoir pitié de moi. Elle nous a dit d'attendre, elle allait vérifier encore une chose. À son retour, elle avait une excellente nouvelle. Il y avait un emplacement de groupe primitif disponible, et si vous ne connaissez pas, ce sont des emplacements plus grands, généralement réservés à de grands groupes comme les scouts, habituellement situés à l'écart des zones principales du camping. Ils n'ont pas d'électricité. Nous campons toujours de façon primitive, donc ce n'était pas un problème. Les gardes forestiers ont précisé que ce site de groupe était resté fermé pendant 2 saisons suite à la destruction de la route. Ils ont dit avoir réparé la route la semaine d'avant, mais pas encore eu le temps de rendre le site à nouveau disponible. Elle a proposé de nous le vendre pour un tarif normal au lieu du tarif de groupe. Nous avons payé et elle nous a vaguement indiqué sur la carte comment rejoindre notre logement pour la nuit. Je me suis dit que c'était vraiment loin des autres emplacements, donc ça allait être calme et tranquille. Parfait. Au bureau, nous avons appris que ce soir-là, il y aurait une sortie en canoë nocturne guidée par un garde forestier. Ce parc en particulier, à l'intérieur de l'Okefenokee, le parc est une réserve de ciel étoilé, signifiant une très faible pollution lumineuse. J'étais déjà enthousiaste à l'idée de montrer à ma famille les étoiles de la Voie lactée, alors sortir sur l'eau la nuit et admirer le ciel de cette façon me semblait génial. Nous nous sommes inscrits à la sortie en kayak nocturne et sommes allés à notre emplacement de camping. Une fois arrivés, on pouvait tout de suite voir que l'endroit n'avait pas été utilisé depuis plusieurs années. La végétation était envahissante, il y avait des toiles d'araignées partout et la faune habituelle grouillait. Personnellement, je préfère ce genre d'ambiance, donc ça ne m'a pas dérangé. C'était tellement éloigné des terrains de camping et du bâtiment principal qu'on n'entendait aucun bruit humain ni de véhicule. L'endroit était vaste, alors j'ai fait un tour pour trouver un bon endroit où installer notre campement. J'ai regardé à nouveau ma carte pour essayer de comprendre exactement la forme de cette petite île, et j'ai remarqué que ce que je voyais ne correspondait pas tout à fait à ce qui était indiqué sur la carte. Je dois sûrement mal la lire, c'est tout. Nous avons installé notre campement et avons savouré le soleil et les sons de la nature. C'était encore le tout début du printemps, donc les hordes de moustiques et autres insectes des marais n'étaient pas encore de sortie en force. Les insectes du marais en été pourraient être une histoire d'horreur à eux seuls. Vers 7h30, nous avons rechargé les kayaks dans mon pick-up et nous avons traversé tout le parc jusqu'à la zone de mise à l'eau, car notre sortie guidée devait commencer à 8h. Nous nous sommes approchés de la zone de mise à l'eau pour décharger et il y avait bien 15 à 20 personnes qui allaient aussi pagayer. Guidés par un jeune garde forestier enthousiaste, nous nous sommes tous glissés dans l'eau avec nos lampes frontales réglées sur la lumière rouge. Nous avons quitté le petit canal dans lequel nous voyagions et sommes arrivés sur une voie navigable plus large, semblable à une rivière qui serpentait à travers le marais. Alors que nous avancions lentement et silencieusement, des cyprès recouverts de mousse espagnole se dressaient bord de chaque côté avec en toile de fond un coucher de soleil spectaculaire aux teintes orange et rose. Le soleil a finalement commencé à disparaître, les étoiles ont commencé à apparaître, c'était absolument magnifique. Et cela reste l'un de mes souvenirs de kayak préférés. Je n'avais jamais vu la Voie lactée de cette façon auparavant. C'était la nouvelle lune, il faisait aussi sombre que possible, et à environ 1 kilomètre de notre point de départ, nous nous sommes tous rassemblés au milieu de la large voie d'eau, et nous sommes restés complètement immobiles et silencieux.
Les eaux sombres et immobiles du marais reflétaient le ciel comme un miroir. Des milliers d'étoiles et de galaxies scintillaient au-dessus et au-dessous de nous. C'était comme si nous étions dans l'espace. Des étoiles filantes apparaissaient toutes les quelques minutes, offrant un spectacle magique. La seule lumière artificielle dans le ciel était la lueur terne de Jacksonville, Floride, à l'horizon, qui se trouvait à environ 100 miles au sud-est de nous. Et au bout d'un moment, le garde forestier nous a tous sortis de notre transe. Il était temps de rentrer. Quand nous pagayions là-bas, il avait fait crépuscule ou tombée de la nuit pendant la majeure partie du trajet, avec très peu de lumière, juste assez pour dessiner la silhouette des arbres et des branches contre le ciel et un léger reflet sur l'eau. Mais à présent, il faisait nuit noire. Le garde forestier nous a dit de rallumer nos lampes frontales en mode lumière blanche normale pour que nous puissions tous voir suffisamment pour sortir du marais. Au fur et à mesure que chaque lampe frontale s'allumait lentement et que le marais s'illuminait, nous avons été accueillis par des centaines d'yeux brillants. Comme je l'ai dit plus tôt, j'ai grandi ici. Les alligators n'étaient ni nouveaux ni effrayants pour moi. Cependant, en grandissant, nous ne restions jamais vraiment sur l'eau après la tombée de la nuit. Nous pointions nos lampes sur l'eau pour regarder tous les yeux, mais depuis la terre ferme, loin de toutes les bêtes. Maintenant, je me retrouvais avec ma petite famille à littéralement pousser des alligators flottants avec nos kayaks. Ils étaient absolument partout, tout le long des berges du canal, et ils bloquaient aussi notre passage vers le centre. Le garde forestier guidait le groupe, rassurant tout le monde. Il a pagayé vers un immense groupe d'yeux brillants, devant nous, et il les a dépassés sans hésiter. La plupart des yeux ont simplement disparu sous l'eau. Mais l'alligator, directement sur la trajectoire du garde forestier, s'est débattu, et sa queue a en fait frappé le kayak. Des halètements aigus du groupe ont percé l'air autrement calme de la nuit du sud, mais le garde n'a montré aucun signe de panique, ce qui était rassurant. Nous avons tous simplement fait confiance au jeune homme, convaincus que nous n'allions pas vraiment énerver ces alligators en pagayant droit sur eux. Et au fur et à mesure que nous avancions, on entendait toutes les quelques minutes les bruits des alligators heurtés par les kayaks et qui se débattaient. Il n'y avait pas d'autre bruit brusque ou de mouvement, juste l'appel constant des grenouilles, des cigales et les éclaboussures de scènes de ces dinosaures dérangés. Lorsque nous avons finalement repris le petit chenal qui menait au point de départ, il n'y avait plus d'yeux brillants. Je ne peux nier avoir été un peu effrayé. Mais je peux honnêtement dire que je ne paniquais pas. Le garde forestier étant si cool et confiant en nous, guidant, il était assez facile de rester calme. Tout le monde a commencé à se détendre à nouveau à l'approche de la mise à l'eau. Nous sommes sortis, avons chargé nos bateaux et, un par un, nous sommes repartis vers nos camps. Il y avait une file de feux arrière rouge qui s'éloignait vers le camping principal, tandis que ma femme, ma fille et moi-même nous sommes séparés seuls dans l'obscurité, vers l'autre côté du parc où se trouvait notre emplacement. Je me souviens de ce sentiment, un peu étrange, mais tout le monde avait traversé le passage grillagé en toute sécurité, sans aucun problème. Maintenant, nous en rions et nous faisions des remarques sur à quel point toute l'expérience avait été géniale. Nous étions de bonne humeur, sans stress. Nous ignorions la terreur qui nous guettait cette nuit-là. Nous sommes revenus à notre emplacement vers minuit et nous étions affamés. J'ai allumé un bon feu pendant que ma femme préparait le dîner. Et le repas a fini de cuire. Vers 1h du matin, nous nous sommes installés près du feu pour manger. Je n'avais pas pris 2 bouchées de mon repas que l'expérience terrifiante a commencé. Les cigales et les grenouilles chantaient, mais on finit par ne plus y prêter attention. Car c'est tellement constant que ça devient un bruit de fond. Soudain, au milieu du bourdonnement apaisant de leurs chants, un son a surgi que je n'oublierai jamais. Un grognement grave, grondant et guttural, long, profond, qui vibrait dans nos poitrines. Nous nous sommes figés et échangé des regards, comme pour dire « Vous avez entendu ça ?» Moins de 10 secondes après, nous l'avons entendu à nouveau. Ça semblait vraiment proche, comme juste de l'autre côté des buissons près desquels nous campions. La seule chose à laquelle je pouvais honnêtement le comparer à ce moment-là, c'était le grondement que fait le T-Rex dans Jurassic Park. Comme tu peux l'imaginer, j'étais terrifié. J'ai déjà eu peur dans les bois et les marais en voyant des gaz de marée, des silhouettes étranges et en entendant des cris.
J'ai été dans les Marines et j'ai rencontré des ours dans les Appalaches. J'ai exploré toutes sortes d'endroits. Quand je vous dis que je n'ai jamais eu aussi peur, je le pense vraiment. Une peur pure, brute, primordiale. J'ai tout de suite dit aux filles de monter dans la cabine de mon pick-up. Elles montent dans le camion et je saute dans la benne de mon camion avec mon petit 357 Magnum dégainé. Je me suis dit qu'être là-bas me permettrait d'être en hauteur et de prendre un peu l'avantage sur ce qui arrivait. J'ai dit aux filles que de verrouiller les portes et d'entrouvrir la fenêtre arrière pour communiquer. J'ai balayé frénétiquement avec ma lampe torche, pointant mon arme simultanément. Mais je ne vois absolument rien. Nous continuions d'entendre le grognement venant d'une direction générale, sans que cela ne devienne plus fort ou plus faible, juste un bruit continu qui durait 3 à 5 secondes toutes les 30 secondes environ. Le bruit provenait des buissons près de notre campement. Je braque ma lampe sur toute la zone, mais rien n'apparaît. Juste de grosses feuilles de palmetto sous les broussailles et les pins. Aucun mouvement, rien du tout. Puis soudain, nous entendons le bruit venir de la direction complètement opposée, plus vers la zone dégagée de notre campement. Je me retourne brusquement et j'éclaire de ce côté, et c'est là que je remarque le brouillard dense qui s'était installé sur toute la zone. C'était un brouillard humide, collant et étouffant. Presque aussitôt, le grondement revenait de la direction d'origine. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il y en avait deux, qui faisaient une sorte de dialogue sonore entre eux. C'est aussi à ce moment-là que j'ai remarqué que les autres bruits du marais s'étaient contentus. Il ne restait plus que ce dialogue sonore, cet échange entre ces créatures produisant des sons absolument déchirants. Il y eut un silence assourdissant pendant un instant, rien d'autre que le brouillard épais, qui semblait avoir son propre son silencieux. Ma femme, d'une voix tremblante et hésitante, m'a dit qu'elle voulait partir immédiatement, et notre fille était d'accord. J'étais alors complètement terrifié. Cependant, ne vous méprenez pas sur cela. L'idée de laisser tout mon matériel de camping coûteux derrière moi était d'une certaine manière plus offensante, sans parler du fait que je commençais à être un peu frustré. Je suis chez moi dans ce fichu marais, je connais toutes les créatures ici, je suis à l'aise ici. Je commence à être sérieusement agacé par le fait que quelque chose ici m'effraie et me perturbe autant. Je commence à rationaliser ce qui pourrait causer ce bruit. Soudain, ça a recommencé. Mais maintenant, on dirait qu'il pourrait y en avoir 4 ou 5. Ils grognent tous les uns aux autres. Ils se chevauchent maintenant, venant de tous les côtés. Un chœur démoniaque de grondements profonds et rauques, aspirant l'âme, ne se rapprochant ni ne s'éloignant, nous entourant simplement de près. Si j'avais eu besoin de faire caca, je crois que je l'aurais fait dans mon short. Je me suis gardé au moins un peu calme en me disant que ça devait être un animal d'une sorte ou d'une autre. Je n'ai même pas voulu envisager l'idée de quelque chose de surnaturel. Ma femme répétait que ça ressemblait au cri d'un gros félin, et même si j'étais d'accord, je savais que ce n'était pas ça. Il aurait fallu que ce soit des lions ou des tigres énormes pour produire ce genre de grondement grave et extrême. Après avoir longuement réfléchi au plus gros animal possible, je revenais toujours à l'alligator. Nous venions pourtant de pagayer parmi une nuée d'alligators, dont certains énormes, et ils étaient à rester silencieux tout du long. Non, ça ne pouvait pas être ça. J'ai même pensé que le jeune garde forestier espiègle avait orchestré une sorte de blague extravagante à notre rencontre, à nous pauvres campeurs isolés ici. Vraiment, je n'avais aucune idée de ce que c'était, et ne pas pouvoir en apercevoir ne serait-ce qu'un bout pour essayer de tirer dessus afin de protéger ma famille, c'était très frustrant. J'aurais aimé avoir plus de mots pour décrire ce que j'ai ressenti. Juste rester aveuglément debout à l'arrière du camion en entendant ce que je ne pouvais qu'imaginer être les choses les plus effrayantes, maléfiques et ignobles de la planète, en sachant simplement qu'elles voulaient tuer, manger ou mutiler ma famille et moi. On était probablement enfermés dans le camion depuis au moins un quart d'heure. Ça semblait interminable. Il y avait enfin de nouveau du silence et j'ai dit aux filles qu'on pouvait partir, mais je n'allais pas laisser le matériel. Je suis monté dans la cabine, j'ai démarré le camion et je l'ai déplacé, le positionnant de façon à pouvoir éclairer nos affaires avec les phares pendant que je rangeais tout. Le pistolet à la main, j'ai commencé à replier la tente, à rassembler toutes nos affaires et à les jeter dans la benne du camion, en priant pour qu'il n'arrive rien de fou,
comme que mon camion tombe en panne ou autre chose, parfaitement synchronisé, comme dans une scène d'horreur au cinéma. J'ai essayé d'afficher un air confiant pour ne pas effrayer ma famille, mais dans ma tête, je me sentais tellement vulnérable, comme si j'étais la proie de quelque chose. Les grognements n'avaient pas recommencé et honnêtement, le silence me faisait encore plus peur que tout le reste. Ça, et le brouillard oppressant. Je n'oublierai jamais à quel point il l'était. Notre équipement était trempé, rendant la respiration difficile. Le feu n'était plus qu'un simple brasier alors qu'il flambait encore vivement il y a 21 minutes. Alors que j'étais en train d'enrouler le tout dernier tapis de sol, un dernier grognement, plus proche que les précédents, m'a secoué jusqu'au plus profond de moi-même. J'ai attrapé cette carte et je me suis mis à courir, montant dans le camion à la façon du duc de Hazard, et nous sommes partis sans que personne ne regarde en arrière. J'ai découvert plus tard, une fois que j'ai eu du réseau, que les bruits que nous entendions étaient ceux de grands alligators mâles. Ce bruit est leur cri d'accouplement. Plus le cri est fort, grave et effrayant, plus la femelle alligator le trouve attirant. Ça devait être les alligators les plus sexy du marais, parce que je n'avais jamais entendu ce son de ma vie. J'avais l'impression de savoir à quoi ressemblait leur cri d'accouplement grâce à mes expériences d'enfance sur le bateau de Okefenokee Joe et avec mon père et mon oncle. Ces alligators devaient être absolument énormes, de vrais mastodontes pour produire les sons que nous entendions, parce que ce n'était rien de comparable à ce que j'avais entendu dans le marais. C'était exactement comme dans la vidéo, mais je vous assure qu'en vrai, on peut physiquement sentir ça vous faire vibrer l'intérieur. Même si j'étais quelque peu rassuré par le fait que ces bruits étaient simplement des alligators en train de flirter et qu'ils ne sont pas agressifs envers nous, ma femme et ma fille pensent toujours que nous étions en danger, vu notre proximité. Je suis allé sur Google Maps et j'ai essayé de déterminer exactement où nous avions campé, parce qu'en regardant la carte que le garde forestier nous avait donnée, nous n'aurions pas dû être aussi proches de l'eau. Je n'ai jamais vraiment compris où nous avions atterri. Je ne sais pas si c'était parce que nous étions au mauvais endroit, ou parce que la zone n'avait pas eu d'activité humaine depuis 2 ans, ou une combinaison des deux, qui nous a mis si près de toute cette activité de reproduction qui normalement n'aurait pas lieu près des zones très fréquentées par les humains. Dans tous les cas, cela a été une expérience palpitante dont nous parlons encore aujourd'hui. Aussi, pour ajouter une petite touche d'humour à l'histoire, avec le recul, le plus drôle, c'est que ma fille mangeait un épi de maïs au moment où nous avons entendu le bruit pour la première fois. Elle l'avait toujours dans les mains. Donc, pendant tout cet événement terrifiant, et en entendant les grognements, elle tenait son épi de maïs. J'espère que cette histoire vous a plu. Je peux vous assurer que c'était très réel et, à certains égards, l'un des moments les plus effrayants de ma vie. Le brouillard, l'ambiance, tout était parfait pour rendre la situation encore plus effrayante et je n'oublierai jamais ce type de peur particulier que j'ai ressenti cette nuit-là. Je suis garde forestier et beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment mon métier. Ils pensent que je suis simplement dans une cabane, à encaisser quelques billets, à distribuer une carte de temps en temps et à souhaiter une bonne randonnée aux gens. Pour être honnête, je pensais un peu la même chose avant de commencer. La cabane, pour commencer, n'est pas aussi sûre qu'on pourrait le croire. Laissez-moi vous donner un peu de contexte. C'était en fin d'après-midi, le soleil était bas, et le ciel prenait de magnifiques teintes violettes et orangées. Puis cet homme est arrivé avec des vitres teintées noires. J'ai senti l'odeur âcre de l'essence et des cigarettes avant même de le voir. J'ai fait un pas en avant, la voix ferme, mais à l'intérieur j'avais la chair de poule. Et c'est là que j'ai vu ce qu'il tenait dans ses mains. Une machette. Il n'a pas dit un mot. Il m'a regardé avec des yeux impénétrables. Une main posée sur la garde. Puis, sans prévenir, il a retroussé ses lèvres en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. C'était un rictus de pure malveillance. Et il a déchaîné un torrent d'injures. Pas seulement des mots de colère, mais une promesse de me faire du mal. Tout ce qu'il voulait, c'était que j'entende ça. Puis il a passé sa voiture en marche arrière, les pneus crissant et soulevant la poussière, alors qu'il faisait un demi-tour dangereux qu'il a presque envoyé dans le fossé. Et il a disparu au bout de la route, et c'était la dernière fois que je l'ai vu.
du moins c'est ce que je croyais, des heures plus tard, juste au moment où la lune se cachait à nouveau derrière de gros nuages. J'ai cru entendre un léger frottement venant du bord des arbres. Je me suis penché par la fenêtre, mais il n'y avait rien. Et puis j'ai vu une ombre se détacher de la forêt. Il était là, debout, au-delà du faisceau de ma lampe de poche, la machette brillant sous la lune. Pas de voiture cette fois. Aucun mot. C'était comme s'il me traquait. J'ai claqué la fenêtre de la petite cabine et je l'ai verrouillée, cherchant à tâtons le bouton d'urgence, mais ma radio était morte. J'ai attrapé ma lampe torche et j'ai fui la cabine en espérant le distancer, le semer dans le labyrinthe d'arbres. Derrière moi, le bruit de lourdes bottes frappant la terre meuble devenait plus fort, accompagné du raclement de la machette tranchant les broussailles. J'ai couru à l'aveuglette, la lumière de la lune perçant à peine la canopée, puis j'ai entendu la voix de l'homme. « Tu ne peux pas te cacher ici. » La panique m'a serré la poitrine. Je ne sais pas comment j'ai réussi à le distancer, mais j'ai trouvé un très gros rocher et je me suis caché derrière. Il n'a jamais pensé à regarder et a simplement continué à courir. J'ai attendu environ 15 minutes jusqu'à ce que je sois sûr qu'il était probablement assez loin ou perdu avant de faire discrètement demi-tour. Ensuite, je suis monté dans ma voiture et je suis parti. Ça m'a vraiment fait réfléchir sur mon envie de devenir garde forestier après ça. Nous traversions une forêt dense dans le nord du Mexique, du genre qui semble tout droit sorti d'un film d'horreur. Des pins à perte de vue, du brouillard qui flotte bas et presque aucune autre voiture. Il avait plu plus tôt, donc l'air était chargé de cette odeur de terre mouillée et de pin. La route n'était que virages et tournants, sans aucun lampadaire, juste la nature. À un certain point, nous nous sommes égarés. Ce n'était pas si grave, du moins le croyons-nous. Juste une erreur stupide. Mais j'étais agacé parce que j'avais perdu du temps pour rien. Alors nous avons fait demi-tour et nous sommes remis sur la bonne voie. Puis, en sortant de ce virage, nous l'avons vu. Un arbre immense venait de s'effondrer en travers de la route et je vous assure que les racines étaient encore humides et boueuses, comme si la terre avait abandonné l'idée de les retenir. Si nous n'avions pas pris ce mauvais chemin, si nous n'avions pas perdu ces quelques minutes, nous aurions été sous cet arbre, sans le temps de freiner, sans moyen d'esquiver, juste un vrai moment à la destination finale. Et je suis absolument certain que le timing aurait fait que nous serions arrivés juste à ce moment-là. Nous sommes restés là à le regarder, mon cœur tambourinant, tandis que la pluie martelait la voiture. J'étais énervé d'avoir perdu du temps, mais maintenant je réalisais que ces quelques minutes gaspillées nous avaient probablement sauvé la vie. Ça me fait encore flipper. Parfois, l'univers vous joue les meilleurs tours possibles. Salut, c'est Morte. Merci d'avoir écouté, j'espère que vous avez apprécié les histoires de ce soir. Vous pouvez toujours me le faire savoir si c'est le cas, et si vous souhaitez du contenu exclusif supplémentaire, n'hésitez pas à rejoindre la page des membres en cliquant sur « Rejoindre » ou à suivre le lien vers Patreon pour encore plus d'avantages sympas. C'est tout pour moi. J'espère vous retrouver jeudi pour des histoires d'hôtels vraiment glaçantes. Et une petite mise à jour pour vous tous. Je prévois quelque chose de spécial pour juin, mon mois de naissance. J'espère pouvoir faire une vidéo par jour, du lundi au vendredi, une grande compilation le samedi, me reposer le dimanche, puis recommencer la semaine suivante. Un mois entier de contenu exceptionnel et certaines des choses que j'ai prévues vont être incroyables. Alors j'espère vous y voir.